Donc aujourd'hui, nous recevons la SOFCEP et nous allons parler des technologies régénératives. Ces technologies régénératives, elles nous intéressent beaucoup parce que il y a un très fort potentiel. On voit qu'il y a une demande très importante, que c'est toujours mieux si on peut juste donner un coup de pouce à l'organisme pour qu'il permette d'assurer des réparations ou des modifications, c'est beaucoup plus élégant. Et ça nous intéresse parce que tout ça n'est pas encore un domaine très évolutif. C'est pour ça que nous sommes ravis de recevoir la SOFCEF avec Michel Rouif, qui est son secrétaire général. Nous recevons maintenant chaque année une société de chirurgie plastique et réparatrice ou esthétique, parce que vous le savez mieux que nous, cette chirurgie est la mieux choisie par les internes. Et surtout qu'il y a une demande considérable de la part du public. Voilà. Et donc, je vais te donner la parole sur l'embellissement facial en chirurgie plastique en 2026. Merci Hubert. Tout d'abord, je veux vous remercier l'Académie pour cette opportunité. C'est vrai que la SOFCPRE est notre société mère, que je suis moi-même dans le conseil d'administration de la SOFCPRE, qu'on a donc deux sociétés dites savantes au sein de notre CNP et qu'on travaille en collaboration forte pour éviter de faire des répétitions. Et il est vrai que nous, on se centre du côté de la SOFCP plus sur la partie esthétique et la SFCPRE fait un peu les deux, mais fait aussi beaucoup la réparatrice. Et voilà, donc il y a une collaboration forte. Et il y a deux congrès de la SFCPRE ces dernières années où il y avait des thèmes esthétiques et la plupart des orateurs, enfin de ceux qui écrivaient dans ce journal du Congrès étaient évidemment des membres de la SOFCEP et de la SOFCPE en général. Voilà donc ces deux sociétés qui travaillent fortement ensemble. Et donc je vous remercie de cette chance, cette opportunité d'être là avec d'autres confrères qui sont très engagés aussi dans notre spécialité. Voilà. Je te laisse la parole Au pupitre. Alors, je voulais juste ajouter que le docteur Delahaye, qui est chirurgien plasticien, vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, prendra la parole à notre tribune le 27 mai Ouais, prochain au sujet de la médecine esthétique, qui est un très bien. sujet qui Difficile. reste sensible et on Ouais, souhaiterait qu'il le soit moins. ouais. Et qui est géré différemment par le Voilà. pouvoir public parfois. Voilà, donc je vais vous faire un petit aperçu de l'embellissement facial. J'ai volontairement utilisé ce terme parce que on parle parfois de rajeunissement, mais j'aime pas trop l'idée du rajeunissement. Je trouve que on veut surtout embellir et rajeunir, c'est un fantasme de l'humanité depuis bien longtemps. Donc les objectifs, c'est le rajeunissement parce qu'il y a une perte de volume, il y a une amélioration de la qualité de la peau à obtenir et une diminution de la visibilité des rides. Et puis il y a un remodelage du visage qui est recherché et surtout des proportions à conserver. On a des contraintes, il nous faut des volumes précis et fiables et vous verrez, les méthodes régénératives, elles ont cet inconvénient, c'est qu'on n'est pas toujours certain des volumes qu'on a et les variations de poids peuvent être un problème. Voilà. Dans le vieillissement, il y a un vieillissement de tous les tissus et en particulier de l'os. Et pour prendre cet exemple, au niveau de la cavité orbitaire, il y a un élargissement de la cavité orbitaire. Là, c'est en particulier chez une dame. On a vraiment une cavité orbitaire osseuse qui grandit et donc on a obligatoirement des conséquences sur l'esthétique faciale. On a des contraintes et comme on reconstruit avec de la graisse et que ce n'est pas de l'os, il y a quelque part un petit malentendu sur ce qui va se passer après. Sinon, si on fait n'importe quoi, eh ben, on obtient des visages abominables, voilà, ce qui malheureusement fait la réputation parfois de la spécialité à notre grand désarroi. Que nous apprend l'anatomie depuis Léonard de Vinci? Bien, dans les travaux récents, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu s'apercevoir. Donc, Ali Mojala Ikela a beaucoup travaillé sur pas mal de travaux, et en particulier ces travaux-là, si je me souviens bien. Donc, le compartiment tage les compartiments de la face au niveau de la graisse existent avec des cloisons qui sont des septa et qui définissent en fait des régions graisseuses
et qui sont donc intéressantes à connaître pour pouvoir ensuite traiter dans les meilleures conditions. Ça, c'est juste une injection qui était réalisée de la face et on voit que l'encre, naturellement, se met dans des compartiments. Et même en clinique, opérer des paupières supérieures, en fait, il y a deux petits glissements hématiques qui viennent sur la joue, exactement symétriques, et c'est exactement les compartiments, alors que le monsieur a été opéré simplement de paupières supérieures. Donc, connaître la répartition de la graisse, c'est important, puisqu'on va corriger avec de la graisse souvent. Et donc, pour prendre l'exemple de la cavité de cadre orbitaire, eh bien, il est important de savoir où il y a de la graisse et où il n'y en a pas. Il est important pour aussi prévoir un programme technique de traitement, d'analyser le visage. Est-ce que ça tombe? Est-ce que c'est simplement déplacé? Est-ce qu'il y a des manques de volume? Je me suis donc photographié debout, allongé, et on s'aperçoit que on n'a pas tout à fait le même visage parce qu'en fait, on restitue les volumes et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il en manque ou qu'il n'en manque pas. Voilà. Et au sourire, bien sûr, c'est mieux en souriant. Alors, élaborer un protocole chirurgical, et où en sommes-nous maintenant en 2026 pour élaborer un protocole chirurgical qui soit, je dirais, moderne et intéressant? Euh, les travaux sur la Grèce, c'est essentiellement Coleman en 1994, avec un ouvrage en 2018 enfin, rapporte tous ces travaux. Mais c'est comme Steve Coleman, Sidney Coleman, après d'autres personnes évidemment, dont Yves Jarrilou, ce qu'on n'a pas oublié, qui a travaillé sur comment on prélève, comment on prépare et comment on injecte et pourquoi on injecte comme ça. Parce que c'était le problème, il fallait que ça tienne. Alors, en fait, il y a des indications spécifiques pour la graisse. On s'est aperçu assez vite que les prélèvements graisseux devaient être calibrés. Et il y a ce on appellera des micro-greffes de taille plus ou moins importante. Mais, mais celles de Coleman étaient des greffes micro, mais un peu épaisses. Et en fait, les travaux ensuite ont abouti à des greffes un petit peu plus fines. Et c'est pour ça que j'appelle plutôt ça des greffes, des micro-greffes épaisses ou des micro-greffes fines. Donc, il y a des techniques de prélèvement, je pense qu'on en reparlera, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais il y a des canules qui sont faites pour ça, avec des trous qui sont faits pour ça, pour calibrer la graisse dans son prélèvement, de façon ensuite à pouvoir la réinjecter facilement et que ça prenne dans les tissus. Si c'est trop gros, ça ne prend pas. Bonjour Nathalie. Le traitement par la graisse est prélevé, la graisse est prélevée, et ensuite elle est passée dans des filtres ou elle est centrifugée. Il y a pas mal d'outils pour ça. Et après, il faut choisir la façon dont on utilise cette graisse. Alors, chacun peut l'envisage de différentes façons, mais quand même, en profondeur, c'est une graisse fine, mais plutôt un peu plus épaisse. Et en superficie, c'est une graisse plus fine, de façon à ce qu'elle n'alourdisse pas et qu'elle soit vraiment efficace. On en parlera avec la partie régénérative. Donc, les plus épaisses, prélevées avec des canules un petit peu plus importantes, environ 2 millimètres. Et puis, il y a des greffes. Donc, les greffes les plus denses, elles servent essentiellement à être en profondeur. Elles servent à la projection, à la suspension, et elles permettent le remodelage des contours du visage, en zone malaire, en zone temporale, en zone prémandibulaire. Les greffes plus fines, c'est la zone périorbitaire, la zone temporale, la zone frontale, même le lobe d'oreille d'ailleurs, qui peut être injecté, puisque le lobe d'oreille vieillit aussi. Donc, on peut le rendre un peu plus, disons, pulpeux. Voilà un kit qui a été mis en place, enfin, décrit par le professeur Magalon, Guy Magalon, qui est le papa de Jérémy, qui parle juste après, et qui est un kit qui est parfait. C'est-à-dire que la canule de prélèvement, elle est bien adaptée à la canule de réinjection, et on réinjecte avec du 0,5 mm au sein de la canule. Donc c'est vraiment tout petit, et il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Donc il a fallu travailler, parce qu'il y a 10 ans, on avait des grumeaux, quoi, et c'était pas terrible. Maintenant, on n'a plus de problème avec ça. Enfin, je ne sais pas pour certains d'entre vous, mais moi, ça va mieux là. Donc, canule de prélèvement adapté, site de prélèvement à chercher. On n'est toujours pas tout à fait sûr du meilleur site de prélèvement, mais enfin, d'une façon générale, la face interne de cuisse, la face interne des genoux, c'est la graisse sans doute la plus soft, alors que l'abdomen est un peu plus compliqué peut-être. Ali a une théorie sur le visage pour le visage, donc je laisserai la développer. Voilà, donc il ne faut pas manipuler la graisse n'importe comment non plus parce qu'on l'abîme. Et plus on pompe sur la seringue manuellement, plus on détruit en fait les cellules. On s'aperçoit que les patients qui sont un peu plus âgés, au lieu d'obtenir de la graisse, on obtient de l'huile. Ça, on tire tellement fort sur la seringue que les cellules explosent dans la seringue et en fait on a moitié d'huile, moitié de la graisse. Donc c'est fragile ces petites choses. Voilà, donc attention à la force de prélèvement. On centrifuge plus, pratiquement plus personne centrifuge pour la face.
D'abord, c'est des petits volumes, et ensuite, on a d'autres façons de préparer la graisse. Mais Coleman centrifugé, mais c'était un peu plus épais, hein. Donc voilà, je passe vite sur la préparation de la graisse. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est un peu de la cuisine. Chacun a sa petite technique, et puis avec son assistante qui prépare comme on a envie. Mais c'est un peu de la cuisine, quoi. Il y a un petit côté, voilà, et on obtient cette greffe très très fine qu'on peut mettre dans la paupière sans qu'elle fasse d'épaisseur. Donc voilà, alors la modernité, c'est peut-être certains aiment ça, moi je l'aime pas trop, mais il y a un lipopène qui est un petit appareil suisse, bien sûr, qui est extrêmement régulier et qui permet de mettre des quantités précises. Et on a le même d'ailleurs pour la toxine botulique et il marche très bien. Voilà, donc l'injection, eh bien, il y a des façons de faire et je pense que Bérangère nous en parlera en particulier au niveau de la zone orbitaire qui est la plus difficile à traiter. Un tout petit mot, histoire de râler un peu pour le PRP, puisque le PRP, c'est un plasma enrichi en plaquettes et qu'en France, une fois de plus, eh ben, le principe de précaution, c'est un produit du sang et on ne peut pas l'utiliser en esthétique, c'est interdit. Il y a juste les cheveux qui se débrouillent un peu pour que on considère que c'est soi-disant thérapeutique. Alors, il ne faut pas partir sur ce débat-là parce que on est des médecins, on est thérapeutique. Point. Mais pour l'État, c'est pas pareil. Donc, les cheveux, on est toléré pour le PRP, mais c'est tout. Sinon, c'est interdit pour tout ce qui est médecine et chirurgie esthétique. Vous pouvez dire, vous pourrez commenter, mais c'est comme ça. Normalement. Alors, quelques exemples sur les différentes régions. Donc, la région frontale, c'est une région où il y a une perte de volume aussi, une déformation du front avec le vieillissement. Donc, l'hypomodelage est quelque chose de très intéressant parce que ça permet d'adoucir le front. Et puis, dans les transgenres, Patrick Bu a beaucoup travaillé là-dessus. On a une façon de lisser le crâne qui est très faiblisante. Le crâne est plus doux. Mais d'une façon générale, le front, c'est un traitement médical, c'est-à-dire que c'est la toxine qui est reine pour le front. Mais je pense quand même qu'avec cette possibilité du tissu graisseux, on a une thérapeutique intéressante et voilà, qui s'ajoute à la toxine. Donc les rides frontales, c'est la toxine. Voilà, je vous ai mis un petit exemple des rides habituelles et la toxine est le bon traitement. La région temporale, c'est une région qui est intéressante parce qu'en fait, c'est une région qui est finalement un peu médicale et pas très chirurgicale. Il n'y a que le sourcil qui nous embête un peu. Mais sinon, c'est une région qui se creuse et qui vieillit par son creusement, parce que le muscle temporal fond, parce qu'on mastique moins. Et finalement, on a un muscle temporal qui est plus fin, qui est déprimé. Et donc, mettre du volume, ça a du sens pour le rajeunir. En revanche, il y a le problème du sourcil qui, lui, n'est pas tout à fait la région temporale, mais qui est un signe de vieillissement sérieux, puisqu'il s'affaisse, hein. Donc, on peut infiltrer la région temporale avec de la graisse suivant des zones d'infiltration, des techniques qui sont précises pour ne pas endommager, par exemple, le rameau frontal du facial. Il me reste 5 minutes exactement ou il me reste moins que ça? C'est juste pour être sûr. Bon, ça va. Bon. Donc, voilà. La région périorbitaire, bien, c'est surtout, là, il y a la pâte d'oie aussi, mais la pâte d'oie, c'est la toxine. On ne parle pas tellement de greffe graisseuse pour la pâte d'oie. Le repositionnement du sourcil, c'est intéressant parce qu'il y a le coussinet de Charpie, qui est un petit coussinet graisseux sous le sourcil. Et en fait, c'est un peu comme une prothèse mammaire. C'est la même utilité, la graisse, dans ce cas-là. On va mettre de la graisse pour soulever un peu le sourcil, pour lui donner un peu d'élévation, de propulsion. Et en plus, il faut le remettre à l'endroit. Mais il y a un problème de projection, il y a un problème de rehaussement. Donc, il faut gérer avec la graisse aussi le remplissage de la zone que vous voyez là qui est orange. Bon, alors, je pense que Ali Majalal vous parlera de ces techniques de glissement du front qui sont assez intéressantes et surtout des petits surjets là qu'on rajoute, mais qui se rajoutent aux techniques de régénératif. La région orbitaire, je passe très très vite en fait parce que Bérangère va en parler. Les petits croissants verts, enfin les ronds verts, c'est les zones injectées habituellement, avec des micro-greffes et parfois avec des nanogreffes, mais avec des micro-greffes. Et il y a une technique très précise, et on détaillera cela, je pense, juste après. La région centrofaciale, c'est en fait une région très chirurgicale. C'est le lifting. C'est le lifting que vous connaissez, qui est essentiellement maintenant est en biplan, avec le SMAS, décrit par Vladimir Mitz et Lapéronie en 76, si je ne me trompe pas, et qui est le SMAS qui est la structure profonde, qui emporte les tissus, et puis la peau vient en plus. Et il ne faut pas tirer sur la peau, il faut plutôt tirer sur les structures profondes. Et puis, on rajoute des tissus graisseux sur la région mandibulaire, la région orbitaire, la région de la pommette. Ça peut être très intéressant pour aller récupérer ce qui manque en volume. Il y a des incisions différentes pour le SMAS. Il y a des SMAS
du bas du visage, des SMAS du haut du visage. Il y a des petites bagarres. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir si finalement on emporte le SMAS avec la peau ou pas avec la peau. C'est-à-dire, est-ce qu'on décolle les deux plans et on en fait des vecteurs différents et la peau est plutôt vers l'arrière. Pardon, et la peau va plutôt vers l'arrière, alors que le SMAS profond, on l'élève plutôt. Ça, c'est les choses qui sont les plus importantes à retenir. La ligne rouge que vous voyez, c'est l'incision aujourd'hui des fameux deep planes. C'est là où on passe à la limite entre le SMAS mobile et le SMAS fixe, et qui permet ensuite de tracter la zone profonde. Alors, il y a des personnes qui greffent avant, d'autres personnes qui greffent après. Chacun sa philosophie. Je suis plutôt à greffer avant et de faire des retouches à la fin. Voilà, très rapidement, des résultats de lift avec des greffes graisseuses, souvent au niveau de la mandibule, au niveau de la tempe. Je suis désolé pour cet abominable ovale sur les yeux de la jolie dame, mais c'est comme ça, c'est la vie d'aujourd'hui. Alors, la région purobuccale, en régénératif, c'est une région intéressante aussi parce que finalement, la lèvre, ça a l'air, on pense tous la lèvre grosse, injectée, mal injectée, etc. La lèvre, c'est quelque chose qui marche, de mon point de vue, de trois façons. Il y a l'affaissement, qui est traité par un lifting. On peut lifter la lèvre. Il y a les volumes, parce qu'on perd du volume osseux maxillaire, on perd du volume musculaire, on peut prendre de la graisse. Et puis, il y a la surface. C'est toujours le problème aussi de la surface et des petites rayures, ce qu'on appelle le code barre, quoi, qui est pas joli et qui déplaît donc d'une façon générale. Donc, on peut lifter la lèvre, on peut injecter des cellules souches ou des nanophates sous la peau pour l'obliger, pour lui permettre de se régénérer plus rapidement. On peut la lifter et en rajoutant de la graisse aussi. Et pour finir, la région cervicale. Alors, la région cervicale, c'est une région à part. Il n'y a pas tellement de. Il y a la peau qui s'intéresse beaucoup au régénératif pour la région du cou, parce que la peau s'abîme, et jusqu'à d'ailleurs la peau thoracique, hein, le décolleté, qui est une zone enfin, très intéressante pour le régénératif. Mais sinon, le cou, c'est quelque chose de compliqué au sens où il est creux, il n'est pas tout droit. Et on a souvent pas trop de peau au cou. On a la peau qu'il faut. Ce qui ne va pas, c'est ce qui est dessous, le platysma qui est étalé, la graisse qui est derrière les muscles, l'ostéoïde qui est bas. Et donc, en fait, il y a beaucoup de problématiques qui ne sont pas tout à fait en rapport avec la traction sur la peau, mais plutôt, c'est de la sculpture, le cou. Donc voilà, enfin, je passe rapidement. Il y a la sous-maxillaire aussi qui est intéressante, ça c'est plus update. Il y a beaucoup de discussions sur la sous-maxillaire. La sous-maxillectomie est devenue un peu un usage un peu abusif. Il y a même des morts d'ailleurs. Donc, il y a des discussions sur l'intérêt de retirer une sous-maxillaire, une glande sous-maxillaire, même partiellement, parce qu'il y a des vaisseaux en arrière et que ça peut se terminer par des drames. Donc, voilà. On évalue le coût de différentes façons. La graisse, il y a la graisse devant qu'on retire. Pardon, il y a de la graisse derrière aussi, le platysma et au centre. Donc, c'est un travail assez complexe et qui doit être bien fait. Et souvent, il est un peu négligé. Donc, ensuite, sur les muscles également. Voilà, je passe très vite. Je vais finir dans les temps. Il me reste 15 secondes. Voilà, je finirai sur cette. Enfin, il y a deux slides encore. Donc, ça, c'est le petit détail technique actuel de ce qui va peut-être choquer certains d'entre vous. Ce lassage qu'on appelle un filet hémostatique du docteur Auerswald, qui est un Brésilien, mais je pense qu'Alim Modjalal va vous en parler beaucoup. Moi, j'aime beaucoup et on va vous expliquer pourquoi. Le revêtement cutané, pour finir, eh ben, il a son importance. Si on n'a pas une jolie peau, mais qu'on a une belle sculpture, on n'a pas finalement un très bon résultat. Donc en fait, il faut traiter la peau. Et là encore, le régénératif est très intéressant parce qu'il permet à la peau de se régénérer au sens des fibroblastes, du collagène. Voilà, donc il y a beaucoup de techniques, mais le régénératif est très pertinent. Le micro-needling, qui est plein de petites aiguilles qui stimulent en fait le derme et qui fait travailler les fibroblastes. Et on peut même rajouter des sérums dans ces petits trous ou des nanophates, c'est-à-dire des cellules souches qu'on peut mettre en badigeon ou en injection sous-dermique. Voilà, et le décolleté est une localisation intéressante pour cela. En résumé, l'embellissement cervico-facial en 2026, c'est un traitement donc holistique, les tissus repositionnés, les volumes ajustés et la prise en charge cutanée. Apport très important, majeur des techniques régénératives aujourd'hui. On en reparlera avec nos collègues suivants. Et puis, une gestion très spécifique du coût, parce que c'est tout à fait différent le coût et il ne faut pas le négliger. Le coût, c'est très beau. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. J'ai respecté l'horaire. Merci. Merci à toi, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions?
Alors, Albert Claude, si vous m'entendez. oui, oui, on t'entend. Tu as la Oui, parole. bonjour. Bonjour à tous. Désolé de ne pas être en présentiel parce que cette session m'intéresse particulièrement. Et je voulais féliciter notre président de séance pour, comment dire, apporter à nos disciplines de l'ensemble de la chirurgie cette réflexion nouvelle sur l'apport des techniques régénératives qui vont être expliquées après. Et euh, tu as souligné une des difficultés que vous rencontrez en matière d'esthétique, hein, mais de chirurgie plastique esthétique, par exemple, c'est d'avoir une coordination avec les pouvoirs publics pour Mm. changer une disposition administrative, réglementaire, pour dire, ben, non, non, le plasma riche en plaquettes, non, non, pas question, c'est un truc issu des produits du sang, alors qu'on sait très bien qu'en l'orthobiologie, tout ce qui vient du corps du patient lui-même, présente très très peu de risques, au contraire, et devrait être beaucoup plus validé et valorisé. Donc peut-être qu'avec l'Académie de chirurgie et la SOFCEP, la SOFCEP PRE, il faudrait on associe nos moyens pour convaincre un peu plus nos administrations de changer un petit peu de concept sur parce que évidemment l'administration est restée sur les problèmes liés au VIH et à tout ce qui est la transfusion, etc. Or actuellement les moyens de d'éviter cette problématique sont d'une évidence telle que ça semble très rétrograde de ne pas être en phase avec ce qui se passe dans la plupart des pays du monde aujourd'hui où le PRP et d'autres facteurs de croissance sont utilisés de manière réglementaire. Avec sur le plan européen, il y a une réglementation européenne qui permet d'utiliser correctement dans toutes ces applications. Il n'y a pas seulement en chirurgie esthétique, mais dans d'autres domaines, on en parlera puisque c'est un des thèmes que l'Académie de chirurgie a voulu soutenir avec le développement dans toutes les disciplines, en orthopédie, en chirurgie ORL, en chirurgie hépatique, etc. Ce qu'on moi j'appelle la biochirurgie régénérative et doit devenir un axe de développement. Comme l'a dit notre président Hubert Joannet, c'est vraiment pour nous un thème fondamental de réflexion de travailler ensemble sur apporter des preuves scientifiques de ce que nous faisons et pas apporter véritablement une médecine fondée sur des preuves. Voilà. Juste, C'est plus un commentaire qu'une question. En même temps, je voulais vous féliciter pour la qualité de votre présentation, montrer tous les secteurs sur lesquels on peut modifier, finalement, être à l'écoute des patients, leur apporter une solution qui n'est pas le rajeunissement, mais l'embellissement et qui est une demande et qu'on ne peut pas ignorer. alors, juste pour le. Merci beaucoup, professeur Benamou, pour le commentaire. Pour le PRP, c'est vrai que c'est un peu une misère française, comme il y en a d'autres. C'est le principe de précaution, comme d'habitude. Et puis, il y a l'histoire du sang contaminé, qui, de toute façon, met une pression pas possible. C'est un produit sanguin, donc c'est ça qui fait la première difficulté. Mais ça, alors, moi, je suis co-chair du Patient Safety Committee de la Société internationale de chirurgie esthétique, la ISAPS. Et j'ai demandé à ce que le comité, ça a été validé. On a entrepris une enquête. On n'a pas tous les résultats pour l'instant, ça date de quelques semaines, pour savoir au niveau mondial comment ça se passe. Mais il y a des gros pays comme le Brésil qui sont assez durs, en fait, hein. Mais c'est vrai qu'en Europe, on est une fois de plus, on est la dernière roue du carrosse, parce que on a besoin de ce traitement qui est phénoménal. J'étais à Genève dans le service de chirurgie plastique il y a quelques semaines. J'avais été invité par le chef de service. Et bah, ça leur pose pas de problème, hein. Le PRP était là, ils ont fait leur greffe. C'était un lifting compliqué. On va avoir des liftings très compliqués maintenant parce que les patientes sont injectées avec des trucs parfois bizarres, surinjectées. Elles ont des fils tenseurs, elles ont des machines aussi qui leur rétractent les tissus là. Et à la fin, quand on ouvre le capot, on a un champ de mine et on ne sait pas quoi faire. Alors on essaye de faire du modelage, on met des points, on remet de la graisse parce qu'on pense que ça va aider et de la graisse augmentée en fait, parce que le PRP, ça booste les fibroblastes. Et donc, du coup, on sent bien que c'est ce qu'il nous faut, quoi. C'est bien dommage qu'on puisse pas avoir ça. Mais pour l'instant, c'est
c'est illégal, hein, la Alors, NSM est claire. je vais, je vais pas me faire le défenseur des administrations. Il faut quand même constater que nous ne sommes pas les seuls à être brimés. L'Europe est un continent où on régule à foison. Et ça ne concerne pas que la santé, hein. Je veux dire, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour les innovations numériques, l'IA. Enfin, je veux dire, tous ces gens ont vraiment des qualités énormes de créer des règlements. Voilà. Bon, après, je suis d'accord que ça brime beaucoup les innovations. Après, ça ne remplacera jamais les études, les preuves. Bien sûr, Voilà. Ça, et on peut-être est, le problème de notre spécialité et- d'ailleurs, c'est de valider les travaux. mais Parce que les c'est éléments pas de seulement preuve sont dans votre complexes. spécialité. Il y a beaucoup d'innovations qui ne sont pas suffisamment validées parce que nous ne fournissons pas, nous, médecins, suffisamment d'études de Et avec qualité. Et on a une HS qui a un droit régalien et qui l'exerce. Donc, du coup, forcément, voilà. Alors, pour revenir à la communication, d'abord, moi, je voudrais souligner que c'est une chirurgie qui est quand même extrêmement exigeante parce que bon, quand on met une prothèse de hanche ou quand on enlève une tumeur du côlon, bon, il y a également évidemment des exigences, mais ces exigences plus à long terme, etc. Alors que vous avez des patients qui se regardent, qui se sont longuement regardés avant de venir vous voir et qui vont se regarder Ils vont se regarder plus après. après. Voilà. Et alors, je voulais vous poser une question. Cette graisse-là, elle, elle persiste ou comment ça se passe? Est-ce qu'il faut y revenir? Parce que je sais que il me semble que quand on met des gros volumes de graisse, il y a certains organismes où il y a beaucoup de pertes. Qu'est-ce qu'il en est là? Il y a Bon, les volumes le sont problème des moindres. greffes graisseuses, il est pas terminé. Je pense qu'on aura d'autres interventions, mais il y a eu pas mal de travaux. Le problème, c'était la taille des greffons sur les sites. Il y a le problème du greffon, il y a le problème du site receveur du greffon. Si le greffon est trop gros, il ne prend pas. Donc, Yoshimura, qui est un japonais, a beaucoup travaillé à une époque là-dessus, sur la taille des greffons, pour qu'ils prennent. À partir d'un certain diamètre, ça ne marchait pas. Donc, pour la face, c'est quelque chose, c'est un tissu, un terrain receveur extraordinaire par rapport à d'autres terrains, surtout quand ils sont radiothérapiés. Mais donc, c'est vrai que dès lors que ça a pris, bon, ben après, ça fonctionne en fonction des variations pondérales. Il y a une complexité avec l'environnement hormonal, ça dépend de la graisse qu'on prélève. Là aussi, il y a des questions qui sont loin d'être résolues, puisqu'il y a des tissus des graisses qui sont différentes. La boule de Bichat, c'est particulier. Donc, voilà. En plus, on a des traitements maintenant comme les Ozempic, etc., là, qui arrivent, qui vont en plus perturber les visages, parce qu'il y a une fonte générale et pas que de la graisse. Donc, ça nous perturbe encore plus dans la façon dont il faut envisager la suite. Où en êtes-vous de votre traitement? Et quand est-ce qu'on va les opérer? Parce que s'ils continuent, qu'est-ce qu'on fait, nous? Donc, il faut qu'on sache où on est. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est un tissu vivant, la graisse. Et que, comme je l'ai signalé au début, on remplace finalement de l'os par certains côtés par de la graisse. Puisqu'en fait, il y a des volumes manquants qui sont des volumes osseux, entre autres. Pas que. Mais la partie osseuse, elle n'a aucune raison de varier. Donc, de toute façon, c'est compliqué. Il faudrait reconstruire l'os par l'os et la graisse par la graisse. Et la bonne graisse. Et donc, pas la graisse prélevée, peut-être pas au bon endroit. Bon, voilà, donc c'est pas simple. Les pourcentages, c'est variable. Sur la face, je ne sais pas si vous avez des chiffres, mais sur la face, ça prend plutôt bien quand elle est bien préparée. Sur le sein, Emmanuel Delay, qui a été un des moteurs des greffes graisseuses pour le sein, a toujours évoqué des chiffres de l'ordre d'une perte de volume de 30% à peu près par rapport à ce qui était injecté. Voilà. Donc, c'est vrai que Est-ce que, c'est un tissu est-ce que vous me vivant. permettez que je repose une question un petit peu complémentaire? Albert Claude Benamou, toujours. Avec les collègues en charge du traitement des brûlures, en particulier le professeur Éric B. de Percy, il n'y a pas longtemps, à l'Académie, nous venu nous montrer tout l'apport, pas seulement des plaquettes, mais aujourd'hui des cellules mésenchymateuses, cellules souches, sur lesquelles il y a des travaux pour les transformer en cellules multipotentes être capable de régénérer. Est-ce que, au niveau de la face, vous avez l'utilisation de ces facteurs de croissance nouveaux ou différents? En ce qui me concerne, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas, peut-être que Ali et surtout Jérémy Magalon, qui vient parler après moi, là, plus avancé sur comment on maîtrise ces cellules, mais je n'ai pas à ma connaissance de besoin dans ce sens-là. Enfin, je ne sais pas, je sais pas s'il y a des travaux.
On Si- va l'évoquer après, donc, visiblement. Voilà. Bon, on va attendre donc la communication Merci. de Monsieur Magalon. Euh, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Eh bien, merci. Merci.